Salut tout le monde! Parti d'un monde plat peuplé de races humanoïdes étranges, Tolkien provoquera un événement qui le rendra sphérique, puis poussera petit à petit les elfes et les nains hors de la vue des humains. Avait-il en tête d'amener son monde à devenir le nôtre? Générique. Cette vidéo fait directement suite à la précédente. Aussi, il est fortement conseillé de l'avoir vue. Mais globalement, on parle ici de textes qui donnent des éléments géographiques et on reprend avec... La bataille de la colère détruit plus ou moins le Beleriand selon les versions. Mais à la fin des années 50, des notes complétant les annales grises indiquent que, dans cette guerre, le Beleriand fut brisé et détruit. Et si l'on se base sur des descriptions antérieures plus détaillées et sur la carte de travail de Tolkien du nord-ouest de la Terre du Milieu qui accompagna l'écriture du Seigneur des Anneaux, seules survivent les régions les plus élevées qui deviennent des îles et les abords occidentaux des montagnes bleues, notamment la région où Beren et Lúthien ont demeuré après leur retour des cavernes de Mandos. Mais les contreforts montagneux sont tout de même brisés en deux, ainsi que la chaîne de montagnes, créant un golfe où se jettera désormais la rivière Lune. À noter une précision étonnante dans un texte de travail du Seigneur des Anneaux, sans doute due à la clarté de la carte sur ce point, qui indique que les Ered Lindon sont désormais à 200 miles maximum de la mer, ce qui correspond effectivement à ce que montre la carte du nord-ouest de la Terre du Milieu de 1953. Cependant, on verra plus loin que Tolkien placera finalement une étape de destruction supplémentaire lors de la chute de Númenor avant d'arriver à cette mesure. Ah, ça y est! On ne sait pas grand-chose du positionnement de Númenor par rapport au reste du monde. Quoi? Ah bah super! Tout ça pour ça? La Calabeth est un texte datant de la fin des années 50, mais sa version publiée dans le Silmarillion a été modifiée ça et là par Christopher Tolkien pour des raisons parfois discutables, comme il en convient lui-même dans l'exposé qu'il fait de la construction de ce texte, même si aucune de ces modifications ne porte atteinte au sujet qui nous occupe ici, à savoir où se situe Númenor. La Calabeth nous apprend que Númenor est séparé du Valinor et de la Terre du Milieu par un grand océan, tout en étant cependant plus près du Valinor que de la Terre du Milieu. Et pour s'y rendre, les hommes naviguèrent en suivant l'étoile luisant dans l'ouest. Les Valar posèrent une paix sur la mer durant de nombreux jours. Les Edain vinrent enfin après des lieues de mer et virent au loin la terre qui était préparée pour eux. Difficile de savoir si Tolkien parle de la lieue marine ou de la lieue terrestre, à laquelle il fera référence en rédigeant son appendice sur les unités de mesure núménoriennes, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Mais bon, à ce niveau d'imprécision, on n'est plus à ça près. On découvre également que partant de Númenor et naviguant vers l'ouest, les seigneurs du Valinor leur interdirent de voguer si loin vers l'ouest que la côte de Númenor ne puisse plus être vue, et que, quand l'air était clair et le soleil était à l'est, ils regardaient au loin et apercevaient dans l'ouest une cité brillant de blanc sur un rivage distant, car en ces jours, les Núménoréens voyaient loin. Cependant, ce n'étaient que ceux qui avaient une vue particulièrement perçante qui pouvaient voir cette vision, depuis le Meneltarma peut-être, ou depuis quelques grands navires qui se dressaient au large de leur côte occidentale, aussi loin qu'il était permis pour eux d'aller. Entre le Valinor et Númenor, la mer n'est pas exempte de danger, sans que ceci soit clairement défini, mais le terme utilisé par un messager de Manwë pour les désigner offre quelques indications. Si vous voyagiez tout en échappant à toutes les tromperies et pièges venant ainsi en Aman, le royaume béni, cela vous profiterait peu. Cela évoquera peut-être quelque chose à ceux qui suivent. Une autre remarque oriente notre vision générale. Les Núménoréens explorent le monde vers l'est, vers les ténèbres du nord et les chaleurs du sud, et au-delà du sud, vers les ténèbres inférieures. Et ils vinrent même dans les mers intérieures et voguèrent autour de la terre du milieu, et aperçurent depuis leur haute proue les portails du matin dans l'est. Les portails du matin ne sont véritablement décrites que dans les premières moutures parlant de la naissance du soleil et de la lune lorsque celles-ci sortaient dans le vide pour faire le tour de la terre et rentrer en Arda à l'est. Elles étaient le pendant oriental de la porte de la nuit ouverte à l'ouest. Elles étaient le pendant oriental de la porte de la nuit ouverte à l'ouest qui, elle, a trouvé une nouvelle utilité lorsque Tolkien a finalement inscrit la course du soleil et de la lune au sein d'Arda. Aucun des textes connus à ce jour permet de savoir ce que les portails du matin désignent depuis lors. Comme d'hab, si vous avez des pistes, les commentaires sont là pour ça. En tout cas, l'île semble se positionner au sud-ouest du Lindon, compte tenu de la remarque de Veantur à son petit-fils Aldarion lorsqu'il lui parle d'un voyage vers Mithlond.
Enfin, dernier élément qui peut apporter une vague information, au temps d'Ar-Pharazôn et de son assaut impie, ce n'est qu'au 39e jour après le départ de ses flottes que Númenor est englouti suite au débarquement du roi sur la côte du Valinor. Et dans une version antérieure, ce n'est qu'au 7e jour. En général, le climat et la végétation d'un lieu sont en adéquation avec le positionnement géographique. Le premier chapitre des contes et légendes inachevés du deuxième âge traite avec un certain détail de la végétation présente sur Númenor. Il en ressort que sur un territoire au relief varié, d'une superficie équivalente aux 3/4 de la France métropolitaine, on trouve dans la partie nord plutôt des conifères, des feuillus, des arbres à feuilles persistantes venant de Tol Eressëa et de la bruyère, dans la partie centrale des pâturages, dans la partie nord-est des céréales et dans les parties sud de la vigne et des plantations de bois d'œuvre. Concernant le climat de l'île, on apprend qu'il était toujours en adéquation avec les besoins et les envies des hommes, de la pluie quand il fallait, toujours avec mesure, du soleil ni trop chaud ni trop froid. Mais que les temps précédant la chute de Númenor, tout cela était désormais différent. Le ciel s'était assombri, charriant des tempêtes de pluie et de grêle. Mais ça, c'est quand les équilibres biodynamiques ont le temps de se mettre en place, ou quand des divinités ne se mêlent pas du destin d'une terre. Or, Númenor fut sortie des profondeurs de la Grande Eau par Ossé à la fin du Premier Âge, et elle fut mise en place par Aolé et enrichie par Yavanna, et les Eldar y apportèrent des fleurs et des fontaines de Tol Eressëa. Et le fait que le climat de l'île change alors que son positionnement n'a pas évolué, contrairement à l'état de corruption des Núménoréens, montre bien que ces notions environnementales ne sont pas liées à la position géographique de Númenor et ne peuvent donc en rien aider à définir son emplacement. Ouais, je sais, c'est maigre, mais pas désespérant pour autant. Le cas de la position de Númenor est particulièrement épineux et méritera d'être approfondi. Mais avec tous les éléments donnés sur la chaîne et en relisant La Calabeth et les chapitres 1 et 2 des contes et légendes inachevés du deuxième âge, si possible en version originale parce que les traductions de Pierre Allien et Tina Jolas comptent un certain nombre d'erreurs, vous aurez les mêmes infos que moi pour y réfléchir d'ici là. À noter que dans le conte d'Aldarion et Erendis, il est fait mention de Tol Winen, qui était une petite île dans la baie de Romena, qui avait été placée là par Winen, et qu'Aldarion y organisa la construction de grandes digues et l'élévation d'une haute tour, Calmindon. Cette île n'est nommée ni sur la carte de Christopher, ni sur celle de son père, même si un trait un peu visible sur l'original pourrait éventuellement être une trace de l'emplacement de cette île, mais il est également possible, compte tenu de la période tardive d'écriture du conte, qu'au moment de dessiner la carte, Tolkien n'avait pas encore imaginé l'existence de cette île, ou encore qu'elle soit trop petite pour y figurer. Une île de moins de 4 km de long, par exemple, serait à peine un point sur la carte à cette échelle. Au temps des premières explorations des Núménoréens, le Minhiriath et l'Enedwaith étaient occupés par de vastes forêts, presque continues, hormis dans la région centrale des Grands Marais. Et selon ce que dit Fangorn à Merry et Pippin, il y avait une forêt il y a bien longtemps, d'ici aux montagnes de Lune. Les montagnes de Lune sont un autre nom des montagnes bleues. Les changements qui suivirent furent largement dus aux opérations de Tar Aldarion. En effet, Aldarion avait besoin d'une grande quantité de bois pour ses projets marins et les forêts de Númenor n'y suffiraient pas. Et après lui, ce projet ne fut pas toujours délaissé. Aldarion fonda le port de Vignalonde à l'embouchure du Gwathlo dans la deuxième moitié du 8e siècle du deuxième âge, et l'exploitation forestière commença le long de la rivière. Mais il dut faire face à une hostilité des habitants de ces bois, apparentés au peuple de Haleth, lorsque la déforestation devint dévastatrice. Elle se poursuivit après son règne, si bien que vers la fin de la guerre contre Sauron, les environs du Gwathlo étaient mis à nu. La dévastation apportée par les Núménoréens fut incommensurable, et la population indigène qui survécut fuya du Minhiriath dans les sombres bois du grand cap d'Erunvorn. Mais au temps de la guerre de l'anneau, les terres étaient toujours bien boisées en certains endroits, particulièrement en Minhiriath et dans le sud-est de l'Enedwaith. Cette dernière remarque a été illustrée par Tolkien dans son travail avec Baines. Ilúvatar changea la structure du monde, et un grand gouffre s'ouvrit dans la mer entre Númenor et les terres immortelles, et les eaux s'engouffrèrent dedans, et le monde fut secoué. Mais les terres d'Aman et d'Eressëa furent enlevées, et Númenor complètement détruite. Ilúvatar rejeta les grandes mers à l'ouest de la terre du milieu, et les terres vides à l'est, et de nouvelles terres et de nouvelles mers furent créées.
Et toutes les régions côtières du monde occidental souffrirent un grand changement et une grande ruine en ce temps, car les mers envahirent les terres, et des côtes sombrèrent, et d'anciennes îles furent noyées, et de nouvelles îles furent élevées, et des collines s'effondrèrent, et des rivières furent détournées en d'étranges cours. Markets will crash, financial empires will crumble. Except yours. Une version antérieure indique que toutes les terres, vieilles et nouvelles, étaient à une égale distance du centre du monde, et toutes les routes étaient courbées. Il y eut des inondations et une grande confusion des eaux, et les mers couvrirent ce qui était sec aux jours anciens, à l'ouest comme à l'est de la Terre du Milieu. Enfin, un texte contemporain de la rédaction de l'appendice B du Seigneur des Anneaux, sans doute datant du début des années 50, nous éclaire des effets du changement du monde sur les rivages du nord-ouest de la Terre du Milieu. Ils furent grandement changés dans le tumulte des vents et des mers qui suivit la chute, car en certains endroits, la mer chevaucha la terre et en d'autres, elle entassa de nouvelles côtes. Ainsi, alors que le Lindon souffrit une grande perte, la baie de Belfalas fut grandement remplie à l'est et au sud, si bien que Pelargir, qui avait été qu'à quelques miles de la mer, était loin dans les terres, et Landuin creusa un nouveau chemin par de nombreuses bouches vers la baie. Mais l'île de Tolfalas fut presque détruite et finalement laissée comme une montagne stérile et solitaire dans l'eau non loin de la sortie de la rivière. On a là les circonstances de l'étape intermédiaire de destruction du Lindon évoquée plus avant. Cette question a été abordée à plusieurs reprises par Tolkien et son avis semble avoir été légèrement fluctuant sur certains points tout en restant constant sur d'autres. Dans une lettre de 1955, il indique « Quant à la forme du monde au troisième âge, j'ai peur qu'elle ait été conçue plus dramatiquement plutôt que géologiquement ou paléontologiquement. Je me dis parfois que j'aurais dû faire en sorte que l'accord entre les suppositions et les théories des géologues et de mes cartes soit un peu plus possible, mais cela aurait seulement créé plus de difficultés avec l'histoire humaine. » L'année suivante, il déclare « Je suis un esprit d'histoire. La Terre du Milieu n'est pas un monde imaginaire. Le théâtre de mon récit est cette Terre, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais la période historique est imaginaire. Les éléments de ce lieu de vie sont tous présents, en tout cas pour des habitants du nord-ouest de l'Europe. Donc naturellement, il semble familier, même s'il est glorifié par la distance du temps. » En 58, il écrit « Tout ce que je peux dire, c'est que si c'était de l'histoire, il serait difficile de faire concorder les terres et les événements ou les cultures avec les preuves géologiques ou archéologiques que nous possédons concernant l'Europe. J'aurais pu arranger les choses avec une plus grande similitude si l'histoire n'était pas devenue bien trop développée avant que la question ne me vienne. Je ne sais si cela aurait été mieux. Et j'espère que le fossé de temps entre la chute de Barad-dûr et notre époque est suffisant pour une crédibilité littéraire, même pour des lecteurs connaissant ce que l'on sait ou devine de la préhistoire. » Il complète son propos par une remarque. « J'imagine le fossé comme étant d'environ 6000 ans. Nous serions à la fin du 5e âge si les âges avaient été de même longueur que le 2e et le 3e, mais je pense qu'ils sont allés plus vite, et j'imagine que nous sommes en fait à la fin du 6e ou dans le 7e âge. » Voilà qui devrait répondre à une interrogation partagée par beaucoup. Enfin, dans une interview pour la BBC en 1964, à la remarque « Il me semble que la Terre du Milieu était en un sens, comme vous dites, ce monde dans lequel nous vivons, mais à une autre époque. » Tolkien répond « Non », en précisant « à un différent niveau ou état d'imagination, oui ». Je trouve cette réponse particulièrement élégante et révélatrice. Rappelons que 20 ans plus tôt, Tolkien semblait assumer, au moins en partie, un parallèle géographique entre la découpe du continent nord et central de la carte numéro 5 de l'Ambarkenta et la réalité géographique du bloc afro-eurasiatique pour désigner les régions de son monde, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Or donc, après coup, Tolkien aurait été tenté d'apporter plus d'adéquation scientifico-historique entre son récit et l'état actuel de notre monde, mais il n'en avait pas eu l'idée au moment opportun. Et il n'était pas sûr que cela aurait été une bonne chose. Pour lui, oui, Arda est notre monde, mais à un niveau différent des réalités, et seul un rapprochement imaginaire était souhaité. Et non, une continuité temporelle scientifiquement valable avec l'état de notre monde actuel n'a pas de sens dans ce contexte, inutile donc d'en chercher. Dans la prochaine vidéo, on ira voir du côté des cartes non officielles que l'on peut trouver par-ci par-là. Et si vous pensez que celle-ci vaut bien un applaudissement, Namarie, Akenavo!